À la WWE, les rivalités sont ce qui permet aux fans de s'investir au-delà de l'action sur le ring. Mais tous les angles ne se déroulent pas comme prévu. Certains sont introduits avec une direction claire, puis disparaissent sans raison. Que ce soit en raison de bouleversements créatifs, d'un manque de planification à long terme ou de perturbations réelles, nous allons jeter un coup d'œil aux intrigues abandonnées qui ont laissé plus de questions que de réponses. Lorsque Brock Lesnar a laissé Randy Orton dans une mare de sang à SummerSlam 2016, tout le monde a été déconcerté car les choses semblaient un peu trop réelles. Et juste au moment où il semblait que le chaos était terminé, le commissaire de SmackDown de l'époque, Shane McMahon, a sprinté vers le ring pour vérifier la vipère, seulement pour recevoir un F5 de la part de la Beast Incarnate. À première vue, la WWE venait d'allumer la mèche d'une querelle inédite entre Lesnar et McMahon. Et étonnamment, il ne s'agissait pas d'un simple moment de détente. La compagnie aurait mis en place des plans pour construire une véritable querelle entre les deux, menant éventuellement à un match au Survivor Series ou même à WrestleMania 33. Mais le destin et les fans ont eu d'autres projets. Après la fin violente du match contre Orton, une partie du public a commencé à chanter pour Goldberg. Cet appel à la légende de la WCW n'a pas échappé à Lesnar. Selon des rapports de coulisses, Lesnar a entendu le buzz et aurait approché les officiels en coulisses pour leur proposer un match avec Goldberg, considérant que c'était l'occasion parfaite de racheter leur match terne de WrestleMania 20 avec quelque chose de beaucoup plus important. Goldberg est revenu, a écrasé Lesnar au Survivor Series et la querelle a ravivé un intérêt massif. Pendant ce temps, le projet Lesnar vs McMahon a été discrètement abandonné. Même si l'on parlait encore de Shane vs Brock pour WrestleMania l'année suivante, Lesnar avait déjà réussi à s'imposer dans une querelle plus lucrative contre son grand rival Goldberg. Comme l'a noté plus tard Dave Meltzer, Brock a pu se sortir d'un combat avec Shane, ce qu'il ne voulait certainement pas faire. Shane allait travailler avec quelqu'un, donc il allait choisir le meilleur gars de la compagnie. En fin de compte, Lesnar a obtenu ce qu'il voulait. Il a battu Goldberg à WrestleMania 33 et est devenu champion du monde. Quant à Shane, il s'est retrouvé dans une catch acharnée contre AJ Styles. À la fin de l'ère Ruthless Aggression, l'audience de la WWE commence à décliner. Les fans n'étaient plus aussi enthousiastes après la montée en puissance de l'ère PG. En réaction, Vince McMahon a commencé à lancer des idées extravagantes, en espérant que quelque chose tienne la route. Qui pourrait oublier la fameuse limousine qui explose en 2007, où M. McMahon est apparemment tué en direct à la télévision avant que la tragédie de la famille Benoît ne mette fin à l'intrigue. Cela n'a pas empêché Vince de préparer d'autres cascades chaotiques. L'année suivante, il a lancé la $1 Million Mania, une promotion en direct au cours de laquelle Vince remettait personnellement aux fans des prix en espèces pendant les épisodes de Raw, certains prix pouvant atteindre $100 000. Les fans devaient simplement s'inscrire en ligne, regarder l'émission pour obtenir un mot de passe secret et espérer recevoir un appel de Vince en personne. Mais soudain, lors de l'épisode de Raw du 23 juin, les choses se sont gâtées, alors que Vince terminait ce qui s'est avéré être son dernier segment de la $1 Million Mania. Le dernier appelant recevant un prix stupéfiant de $500 000, un gigantesque dispositif d'éclairage au-dessus de la scène s'est soudainement détaché et s'est effondré. L'image choquante de McMahon coincé sous les décombres a été diffusée en direct alors que Raw a brusquement cessé d'être diffusé. Tout le monde a été stupéfait, pensant qu'il s'agissait de la préparation d'une nouvelle intrigue majeure. Après tout, qui oserait s'en prendre au président de la WWE? Cependant, cette suite n'a jamais vu le jour. L'angle a été immédiatement abandonné et Vince n'est pas apparu à la télévision pendant plusieurs semaines. Lorsqu'il est finalement revenu à la télévision, il n'a pas été question de l'effondrement de la scène, ni de la résolution de l'incident. L'incident a été traité comme s'il n'avait jamais eu lieu. C'est ainsi que l'intrigue de The $1 Million Mania, ainsi que l'absurde effondrement de la scène qui aurait blessé Vince McMahon, a disparu sans explication. À l'instar de l'effondrement de scène non résolu en 2008, la WWE a l'habitude d'introduire des angles avec du potentiel pour ensuite les abandonner mystérieusement. L'un de ces exemples de longue durée est le GTV, un angle qui s'est étendu sur plusieurs mois pendant l'Attitude Era, mais qui n'a jamais connu de véritable conclusion. Le concept du GTV est apparu pour la première fois en 1999
dans l'émission Rio is War. Le concept de GTV est apparu pour la première fois en 1999 lors de Rio is War. Ces segments présentaient des images granuleuses en noir et blanc de caméras cachées diffusées sur le Titantron, exposant des moments en coulisses qui étaient censés être privés ou incriminants. Le G de GTV n'a jamais été expliqué et la WWE a entretenu le mystère en donnant l'impression que les images avaient été divulguées par une personne anonyme qui observait dans l'ombre. Au départ, le concept était intéressant. Les séquences montraient des superstars dans des situations embarrassantes, comme Val Venis se rasant les poils en secret ou Eddie Guerrero trompant Chyna. À l'époque, les spéculations sur l'identité de l'émission allaient bon train. La théorie la plus largement acceptée était que le plan initial était de révéler que Goldust était la personne à l'origine de la séquence, d'où le G de GTV. Goldust avait récemment quitté la WWE lorsque les séquences ont commencé à être diffusées, et la gimmick mystérieuse du personnage aurait bien cadré avec le concept. Cependant, Goldust n'est jamais revenu pendant la durée de l'angle, et la WWE n'a jamais proposé d'explication pour le remplacer. En 2000, les segments GTV ont disparu à jamais des écrans de la WWE, sans qu'aucune révélation n'ait été faite, ni qu'aucune tentative n'ait été faite pour régler les derniers détails. En 1999, la rivalité entre M. McMahon et Stone Cold était la querelle la plus brûlante de la WWE. Cette querelle a non seulement défini l'attitude era, mais elle a également permis à la WWE d'atteindre de nouveaux sommets en termes d'audience et de popularité. La guerre entre le Texas Rattlesnake et le tyrannique Sherman semble atteindre son apogée lors du tournoi King of the Ring de cette année-là. Le décor est alors planté pour un match de l'échelle dans lequel Austin affronte à la fois Vince et Shane McMahon, avec la propriété totale de la WWE en ligne de mire. Pour garantir l'équité, la stipulation était claire. Aucun autre membre de The Corporation n'était autorisé à intervenir. Après avoir infligé une raclée brutale au père et au fils, Austin a grimpé l'échelle pour remporter la victoire, mais la mallette a été mystérieusement soulevée hors de sa portée, ce qui a permis aux McMahon de s'assurer la victoire. Après cette étrange fin de match, les spéculations vont bon train. Il s'agit de Stone Cold Steve Austin, la star la plus en vue de l'époque, et quiconque tente de lui faire la peau ne peut que susciter la curiosité. Les théories vont de Pat Patterson à d'autres membres de la corporation. Mais un nom sort du lot, Big Boss Man. Boss Man avait été renvoyé de la corporation une semaine avant King of the Ring. Mais curieusement, il réapparut avec le groupe la nuit suivant le pay-per-view. Son retour, associé au moment de la mystérieuse interférence, en faisait le coupable le plus plausible. Son retour, associé au moment de la mystérieuse interférence, faisait de lui le coupable le plus plausible. Cela aurait été logique dans l'intrigue. Cependant, même cette possibilité est restée en suspens, car la WWE n'a plus jamais reconnu l'incident. La pandémie de Covid-19 a indéniablement été l'une des périodes les plus étranges de l'histoire de la WWE. Avec des audiences inexistantes et des intrigues oubliables, la compagnie a commencé à expérimenter des formats non conventionnels dans le but de maintenir l'intérêt des fans. Rio Underground est l'un des concepts qui a fait couler le plus d'encre à cette époque. En août 2020, après une absence de près de 10 mois à la télévision, Shane McMahon est revenu et a présenté au monde Rio Underground. Dès le début, l'ensemble du concept ressemble à quelque chose de tout droit sorti d'un club de combat. Le ring n'avait pas de cordes, l'éclairage était délibérément sinistre, et les matchs étaient présentés comme des rixes de type shoot, avec des règles minimales. Shane McMahon faisait office de promoteur et d'animateur de facto, orchestrant les combats et présentant les combattants chaque semaine. Selon TalkSport, l'idée était légitimement une idée de Shane McMahon et faisait partie des tentatives permanentes de la WWE pour redresser des audiences en baisse. Plusieurs noms connus ont participé à l'émission, notamment Braun Strowman, Dolph Ziggler et The Hurt Business, dans l'espoir de gagner du terrain. Mais environ 2 mois après ses débuts, Rio Underground a été discrètement supprimé sans la moindre explication à la télévision. En coulisses, la raison est devenue plus claire. Selon Dave Meltzer,
Le concept a été abandonné en raison des inquiétudes suscitées par une éventuelle épidémie de COVID-19. D'autant plus que les talents se déplaçaient d'une marque à l'autre et d'un lieu à l'autre pour filmer les séquences. À l'époque, la WWE appliquait des protocoles sanitaires stricts et le risque logistique supplémentaire n'en valait tout simplement pas la peine. Mais la pandémie n'était pas le seul facteur. Des rapports suggèrent également que Vince McMahon lui-même n'a jamais été totalement convaincu par l'idée. Une source a déclaré à WrestlingNews.co que McMahon ne comprenait pas et n'était pas convaincu que cela correspondait à sa vision. Une fois qu'il est devenu clair que Raw Underground ne résonnait pas avec McMahon ou avec les fans en général, il a été mis de côté sans aucun plan pour un retour. Au cours de l'été 2010, The Nexus a pris d'assaut la WWE. Ce qui n'était au départ qu'un groupe de débutants de NXT s'est rapidement transformé en l'une des factions les plus discutées de ces dernières années. Malgré une défaite importante à SummerSlam, le Nexus n'a pas été immédiatement écarté. La WWE semble déterminée à ce qu'il reste d'actualité. Au cours de la saison d'automne, The Nexus a été inséré dans la saga en cours entre l'Undertaker et Kane. Lors de Bragging Rights 2010, les frères de la Destruction se sont à nouveau affrontés dans un Buried Alive match pour le titre de champion du monde des poids lourds. Mais ce qui a rendu ce match si étrange, c'est sa conclusion. Alors que l'Undertaker semblait pouvoir prendre le dessus, The Nexus est soudainement apparu et l'a attaqué, aidant finalement Kane à enterrer le Deadman vivant. Logiquement, l'attaque semblait être le début d'une histoire plus importante. Après tout, Nexus venait de perdre beaucoup d'élan à SummerSlam et cela aurait pu être un moyen de regagner un peu de cet avantage perdu. Pourtant, il n'y a pas eu de suite, pas d'explication, pas de suite. Il s'avère qu'il y avait un plan, du moins en coulisses. Selon plusieurs sources, la WWE préparait le terrain pour une éventuelle querelle entre l'Undertaker et Wade Barrett, qui pourrait culminer à WrestleMania 27. L'intrigue verrait l'Undertaker revenir d'entre les morts et éliminer lentement chaque membre de la Nexus, l'un après l'autre, pour finalement affronter Wade Barrett sur la scène la plus grandiose qui soit. Barrett était l'une des rares étoiles montantes de l'époque à avoir le look, la capacité de promotion et le talent sur le ring pour être une menace crédible. L'associé à l'Undertaker, qui était connu pour aider à élever les talents pendant sa série de WrestleMania, aurait pu faire de Barrett un catcheur de premier plan. Mais aussi vite que les graines ont été plantées, l'angle a été aboli. Peu de temps après Bragging Rights, The Nexus a complètement perdu sa direction. Le groupe original a commencé à se diviser et Barrett a rejoint une nouvelle faction appelée The Core. Pendant ce temps, l'Undertaker est revenu discrètement quelques mois plus tard et a été réorienté vers un programme avec Triple H qui a abouti à un match en tête-à-tête à WrestleMania 27. En parlant de Triple H, sa querelle avec The Rock a été l'une des rivalités les plus prolifiques de l'ère de l'attitude. Aussi, lorsque les deux hommes ont brièvement ravivé leur tension à l'écran au milieu des années 2010, tout le monde s'est empressé de le remarquer. Lors du Royal Rumble 2015, The Rock est revenu auprès de Roman Reigns, l'aidant à repousser Big Show et Kane pour remporter le Rumble match. Quelques instants plus tard, Triple H et Stephanie McMahon sont sortis et se sont tenus sur la rampe d'entrée, lançant des poignards verbaux à The Great One. Les choses se sont encore aggravées à WrestleMania 31 lorsque The Rock a fait une nouvelle apparition surprise. Cette fois, il s'est à nouveau opposé au game et, après un échange tendu, il a fait venir la star de l'UFC Ronda Rousey pour humilier à la fois Triple H et Stephanie McMahon. À première vue, un match en simple entre The Rock et Triple H semblait inévitable. Des années plus tard, Triple H a confirmé dans un épisode de WWE Untold ce que tout le monde soupçonnait. Après le match contre Sting à WrestleMania 31, l'idée suivante lancée par Sting était de m'affronter à nouveau. À ce moment-là, je suis retourné voir Vince et je lui ai demandé si nous voulions que cela se produise. Vince était d'accord et nous avons conclu l'accord. Mais l'une des raisons pour lesquelles les choses se sont déroulées comme elles l'ont fait avec Sting, c'est que j'étais déjà programmé pour travailler avec The Rock à WrestleMania l'année suivante. Le plan était de construire cela au cours de l'année. C'était l'objectif. C'est ce que l'on croyait à l'époque. Mais au fil du temps, l'emploi du temps du Rock a changé plus tard dans l'année et malheureusement, nous n'avons pas pu faire en sorte que le match ait lieu. En fin de compte, Triple H a été la tête d'affiche de WrestleMania 32 contre Roman Reigns, dans un match qui s'est avéré désastreux. Au cours de l'été 2021,
la WWE a semblé fermer la porte à Elias, littéralement. Une série de vignettes a commencé à être diffusée, mettant en scène Elias brûlant sa guitare caractéristique, marchant dans des cimetières et se tenant au-dessus d'une pierre tombale sur laquelle on pouvait lire de manière inquiétante « Elias 2017-2021 ». Le message était clair. Le personnage était fini. Avec des lignes comme WWE stood for Walk with Elias, but Elias is dead, on avait l'impression que la compagnie se préparait à le reconditionner en quelque chose d'entièrement différent. Et puis, à la manière typique de la WWE, il ne s'est absolument rien passé. Elias a disparu de la télévision pendant des mois et la storyline annoncée a été discrètement abandonnée. Lorsqu'il est finalement revenu en 2022, ce n'était pas avec le personnage plus sombre que beaucoup avaient anticipé, mais en tant qu'Ézéchiel, un jeune frère rasé d'Elias qui prétendait n'avoir jamais joué de guitare et ne pas être Elias du tout. Le nouveau gimmick s'appuyait fortement sur une comédie absurde, Kevin Owens étant le seul personnage à essayer de prouver ce que le public savait déjà. Ézéchiel était Elias. Ce changement radical a laissé tout le monde perplexe. La mort d'un personnage s'est transformée en une étrange crise d'identité. Plus une comédie qu'une évolution du personnage. À partir du moment où The Shield a fait irruption sur la scène, ils ont écrasé tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Et oui, cela incluait même l'Undertaker. Tout a commencé en 2013, lorsque le Phénom est apparu à Raw pour rendre hommage à Paul Bearer, mais a été interrompu par les Hounds of Justice. Bien que l'équipe Hell No soit venue à la rescousse, la querelle entre le Shield et l'Undertaker ne faisait que commencer. Après WrestleMania 29, le Deadman a continué à croiser le chemin du Shield, et les choses se sont rapidement envenimées. Lors d'une rare apparition à SmackDown après WrestleMania, le Deadman a affronté Dean Ambrose dans un match en tête-à-tête. Alors que le Deadman commençait à prendre de l'élan, Seth Rollins et Roman Reigns ont pris d'assaut le ring, provoquant une disqualification. Le segment s'est terminé par une triple powerbomb du Phénom à travers la table d'annonce. À l'époque, personne ne s'est rendu compte que les graines étaient discrètement plantées pour une querelle à grand spectacle qui n'a jamais vu le jour. The Shield versus the Brothers of Destruction à SummerSlam 2013. L'idée avait tout d'une star, d'un enjeu important et d'une occasion parfaite de passer le flambeau. Mais la réservation fantaisiste s'est arrêtée brusquement. Le Deadman a subi une blessure légitime à l'épaule, soit pendant l'attaque du Shield, soit à peu près au même moment, et a dû être opéré, tuant ainsi l'ange. Sans suite, et l'Undertaker disparaissant de la télévision jusqu'au prochain WrestleMania, la querelle fut abandonnée. Ce qui aurait pu être un choc d'époque a été perdu. Le Shield, bien sûr, allait devenir un pilier du main event et de futurs champions du monde, mais cette collision avec les Brothers of Destruction reste un scénario de rêve dont beaucoup parlent encore aujourd'hui. Revenons à une autre idée folle de Vince McMahon qui a laissé les fans perplexes. Et je cite, « Pendant un certain temps, ces trois mots ont suffi à déclencher un concert de gémissements dans les arènes. » Entre juin 2010 et juillet 2011, Monday Night Raw a été dirigé par un mystérieux personnage connu sous le nom d'Anonymous Rio General Manager, qui communiquait exclusivement par le biais d'emails lus à haute voix par Michael Cole depuis un ordinateur portable perché sur le podium. Il s'agissait d'une décision créative étrange qui, semaine après semaine, a donné lieu à de nombreuses spéculations de la part des fans. L'intrigue est devenue une pièce maîtresse récurrente de la programmation de la WWE, avec des décisions majeures et des matchs pour le titre, annoncés à la commande numérique du General Manager. Malgré son accueil mitigé, la WWE s'est fortement appuyée sur le mystère pour en faire un angle d'attaque à long terme. Mais ensuite, rien. Sans véritable récompense, l'ordinateur portable a disparu. Le GM aussi, et l'intrigue est tombée dans l'oubli. Ce n'est qu'en 2012, au cours d'une séquence comique impliquant Hornswoggle, que la WWE a révélé à demi-mot qu'il était le General Manager anonyme, ce qui a été ressenti comme une insulte. Les fans n'y ont pas cru, et ils n'étaient pas censés y croire. À SummerSlam 2014, Brie Bella a affronté Stephanie McMahon dans un match qui avait été préparé pendant des semaines. Brie avait quitté la WWE plus tôt dans l'année pour son mari, Daniel Bryan, et quand elle est revenue, c'était pour confronter Stephanie pour avoir constamment tourmenté sa famille. Cependant, le moment le plus choquant est survenu lorsque Nikki s'est retournée contre sa sœur jumelle et s'est rangée du côté de Stephanie, l'aidant à vaincre Brie. Les semaines suivantes
ont vu la querelle entre Nikki et Brie atteindre de nouveaux sommets. L'une des phrases les plus tristement célèbres de cette période est celle où Nikki Bella a dit à sa sœur « J'aimerais que tu sois morte dans le ventre de ta mère ». Leur intense querelle a culminé à Hell in a Cell, où la stipulation stipulait que la perdante serait forcée de devenir l'assistante personnelle de la gagnante pendant 30 jours ou de quitter la WWE. Nikki en est sortie victorieuse, forçant Brie à la servitude. Le mois suivant, Brie a été humiliée dans divers segments en coulisses. Les fans ont été laissés perplexes par la rapidité avec laquelle la rivalité amère s'est éteinte et leur inimitié n'a plus jamais été mentionnée. C'est comme si la WWE n'arrivait pas à décider comment mettre fin à la querelle et a finalement conclu que les jumelles étaient plus utiles en tant qu'alliés. En février 2016, Shane McMahon a fait son retour à la WWE après 7 ans d'absence, confrontant Vince et Stephanie McMahon dans un segment dramatique de Raw. Au cours de cette promotion de retour, Shane a prétendu qu'il avait un levier sur Vince, faisant référence à une mystérieuse boîte de verrouillage qui aurait contenu des secrets accablants sur son père. L'implication était que Shane possédait des informations si sensibles qu'elles lui donnaient un pouvoir de négociation lui permettant d'exiger le contrôle de Raw. Vince, étonnamment ébranlé, a accepté de donner à Shane ce qu'il voulait. À une condition, il devait battre The Undertaker à l'intérieur de Hell in a Cell à WrestleMania 32. Le match a été présenté comme une bataille de haut niveau pour le contrôle de l'émission phare de la WWE. Mais malgré la défaite de Shane, il a tout de même pris le pouvoir le lendemain soir à Raw et la boîte à clés n'a plus jamais été mentionnée. À l'époque, les fans et les journaux étaient en ébullition. L'une des théories les plus répandues était que le coffre contenait la preuve d'un accord de non-divulgation impliquant Vince McMahon et une catcheuse, accord qui aurait été négocié par Shane pour éviter qu'il ne soit rendu public. L'idée semblait farfelue à l'époque, jusqu'à ce que, 6 ans plus tard, Vince se retire de la WWE dans le cadre d'un scandale bien réel, impliquant des pots de vin versés pour faire taire des allégations d'inconduite sexuelle. Pour ajouter à l'étrangeté, Dave Meltzer a rapporté que le coffre-fort n'avait peut-être jamais fait partie du scénario. Selon Meltzer, Vince a oublié son texte pendant le segment et a parlé de la boîte à clés à la volée, ce qui pourrait expliquer pourquoi la WWE a discrètement abandonné l'angle sans explication. Dans les années 1980 et au début des années 1990, si vous demandiez à un fan de catch de vous citer le match de ses rêves, il y a de fortes chances qu'il vous réponde toujours la même chose. Ric Flair versus Ric Flair contre Hulk Hogan. D'un côté, Hogan, le super-héros plus grand que nature de la WWE. De l'autre, Flair, le méchant arrogant de la NWA et de la WCW, qui se déplace en limousine, qui déborde de charisme et qui n'a de cesse de contrarier la foule. Aussi, lorsque Flair fait son saut tant attendu à la WWE en 1991, on a l'impression que les étoiles se sont enfin alignées pour l'affrontement ultime. Et au début, la WWE semble tout à fait d'accord. Quelques mois seulement après ses débuts, Flair a coûté à Hogan le titre de champion de la WWE lors de son match contre l'Undertaker. Peu après, le Nature Boy remporte le Royal Rumble 1992 et s'empare du titre vacant de la WWE. Hogan apparaît alors comme un challenger logique, et la WWE l'annonce d'ailleurs comme l'aspirant numéro 1 pour WrestleMania 8. On dit que Hogan et Flair auraient tous deux refusé de perdre l'un contre l'autre. Mais la politique n'était pas le seul facteur. À la même époque, Hogan se retrouve dans le collimateur du scandale des stéroïdes. La pression publique augmentant et une enquête fédérale se profilant à l'horizon, on pense que Hogan a décidé de se retirer de la compagnie peu après WrestleMania 9 pour éviter de s'attirer encore plus de foudre. Et c'est ainsi que le match de rêve auquel tout le monde aspirait a disparu des plans de la WWE, Flair versus. Hogan finira par se produire, des années plus tard, à la WCW, mais pas au moment le plus important. De toutes les rivalités que la WWE a annoncées mais qui n'ont jamais eu lieu, quelle est celle que vous auriez aimé voir se produire? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.